Bienvenue dans cette 13e partie de la série de vidéos sur l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Dans cette partie, nous allons parler de la récursivité, qui est une notion importante en algorithme ou en programmation. En algorithme ou en programmation, on parle de récursivité lorsqu'un sous-programme ou un sous-algorithme fait appel à lui-même pour résoudre un problème. Dans de précédentes vidéos, nous avons vu comment résoudre des problèmes en utilisant l'itération. Mais il faut noter que pour certains problèmes particuliers, il est plus facile de les résoudre en utilisant la récursion. Pour ces genres de problèmes, la récursion permet donc une simplicité dans la description de la résolution du problème. Le format d'une fonction ou d'une procédure récursive se présente comme suit. Donc nous avons une fonction ou une procédure récursive qui prend en paramètre un problème initial à résoudre. Pour ce problème initial, on scinde le problème en plusieurs sous-problèmes et on identifie le cas le plus simple de résolution d'un des sous-problèmes du problème initial. Une fois la solution au cas le plus simple trouvé, nous commençons l'exécution de notre fonction. Nous écrivons notre fonction qui a le corps suivant. Donc ici, on vérifie lors de l'exécution de la fonction si nous sommes en présence du cas le plus simple, c'est-à-dire un sous-problème du problème initial. Et si c'est le cas, alors on retourne la solution au cas le plus simple du problème. Sinon, on appelle la fonction initiale en lui passant en paramètre le reste des sous-problèmes à résoudre. Et on combine la solution issue de la résolution des sous-problèmes restants à la solution du cas le plus simple. Et ceci nous permet d'obtenir à la fin la solution finale au problème initial que nous avons. Donc ici, il faut noter que le sous-problème correspond au problème initial privé de la solution au cas le plus simple. La mise en place d'un sous-algorithme récursif se fait en 3 grandes étapes. Nous avons dans un premier temps la détection de la condition d'arrêt de la récursion. Ensuite vient la résolution du problème pour le cas le plus petit ou le sous-problème le plus petit. Puis on utilise la solution au cas le plus simple pour résoudre les autres cas. Et c'est ce qu'on appelle l'appel récursif. Pour mieux comprendre le concept de récursivité, nous allons passer par quelques cas d'étude. Notre premier cas d'étude a pour objectif de nous montrer comment utiliser la récursion pour résoudre un problème qui peut être résolu en utilisant une itération. Pour cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui prend en paramètre un nombre entier positif ou nul et qui simule un timer. C'est-à-dire que nous allons décrémenter la valeur qui est passée en paramètre au sous-programme jusqu'à atteindre la valeur 0. Donc la valeur qui est passée au sous-programme est considérée comme le nombre de secondes à décrémenter avant d'atteindre la valeur 0. Donc nous avons ici un exemple d'exécution. Lorsqu'on passe la valeur 0, alors on affiche directement boum. Lorsqu'on passe la valeur 4 au timer, donc on va décrémenter la valeur progressivement jusqu'à atteindre la valeur 0. Donc ici, on décrémente de 4 jusqu'à 0. Donc on affiche d'abord 4. 3, 2, 1 et puis boum pour dire qu'on a la fin du timer ou que le temps qui nous est escompté a expiré. Nous avons ici des propositions de résolution du problème initial, les solutions de gauche utilisant l'itération pour résoudre le problème et la solution de droite utilisant la récursion pour résoudre le problème. Donc si nous prenons la première solution, c'est-à-dire celle utilisant l'itération pour, on commence ici par déclarer notre procédure timer qui prend en paramètre un nombre entier qui représente le début du timer. Nous avons ensuite la déclaration d'une variable i qui sera utilisée pour mettre en place une itération, c'est-à-dire une boucle qui va nous permettre de résoudre le problème. Au début de la procédure, on réalise ici une boucle dans laquelle on procède à une décrémentation de la valeur début ici. Donc on me dit ici que pour i de valeur début jusqu'à 0 avec un pas de moins 1, c'est-à-dire qu'on procède à une décrémentation de la valeur initiale ici. Donc à chaque itération, on vérifie si la valeur i ici est différente de 0. Donc si cette valeur est différente de 0, alors on affiche la valeur actuelle de i. Sinon, on affiche boum. Donc le but ici, c'est d'afficher la valeur de i jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur 0. Et dans ce cas, on affiche bon. Donc nous avons ici la deuxième solution qui utilise le temps que pour résoudre le problème. Donc pareil, on commence par déclarer une procédure qui prend en paramètre une valeur entière qui représente la valeur initiale du timer. Nous avons ensuite une variable i qui nous permet de mettre en place une boucle. Au début de la procédure,
on initialise cette valeur i avec la valeur initiale début ici. On met en place ensuite une structure itérative tant que ici, c'est-à-dire une boucle qui nous permet de réaliser l'affichage. Donc on dit ici que tant que la valeur de i est supérieure à 0, on affiche la valeur de i et on procède à la décrémentation manuelle de la valeur de i. Donc au début, on affiche la valeur initiale. À la fin de chaque itération, on procède à la décrémentation, puis on vérifie de nouveau la valeur de i pour voir si cette valeur est supérieure à 0. Donc tant que cette valeur est supérieure à 0, on procède à l'affichage et on continue de nouveau l'exécution. On boucle à nouveau. Donc on procède ainsi jusqu'à ce que la valeur de i ne vérifie plus cette condition. C'est-à-dire lorsque la valeur de i sera égale à 0, on ne va plus afficher la valeur de i. Et dans ce cas, on arrive là, on affiche boom. Donc c'est la solution en utilisant la structure itérative tant que. Nous avons enfin notre solution qui utilise la récursion pour résoudre le problème. Donc la première chose à remarquer ici, nous n'avons pas la présence d'une boucle ici. On ne voit aucune partie où on a la présence d'une structure itérative. Et la deuxième chose que nous allons remarquer que la fonction timer ici s'appelle elle-même. Plutôt la procédure timer ici s'appelle elle-même pour résoudre le problème. Donc nous avons vu que la mise en place d'une solution récursive passe par l'identification d'un cas plus simple et on utilise ensuite le cas le plus simple, la solution du cas le plus simple pour traiter les autres cas. Donc ici, on commence la procédure par une vérification pour voir si nous nous trouvons dans le cas le plus simple ici. Donc on vérifie si la valeur début ici passée en paramètre est égale à 0. Si c'est le cas, alors on affiche boom. Et si ce n'est pas le cas, alors on affiche juste la valeur actuelle et on appelle la fonction timer en lui passant en paramètre la valeur début auquel on soustrait la valeur 1. Donc au début, si j'ai par exemple la valeur 4, arrivé ici, je n'affiche rien. Arrivé là, j'affiche 4 et j'appelle timer en lui passant en paramètre la valeur 3. Donc ce qui va faire que la fonction va s'appeler maintenant sur la valeur 3. Donc cette partie va encore s'exécuter de nouveau. Donc on vérifie si la valeur est égale à 0. Ce n'est pas le cas. On sort de cette vérification, on affiche la valeur 3 et on appelle timer sur la valeur 2, c'est-à-dire 3 moins 1. Donc on continue ainsi jusqu'à ce que la valeur début soit égale à 0. Dans ce cas, on affiche la valeur boom et on arrête l'exécution de la procédure. Donc on note ici que la récursion nous permet de résoudre le problème juste par un simple appel de la fonction. Donc la fonction ici s'appelle elle-même, ou plutôt la procédure déclarée ici s'appelle elle-même pour résoudre le problème. Nous avons vu tout à l'heure que la mise en place d'une solution récursive passe par 3 grandes étapes. Si nous revenons à notre solution de résolution du problème en utilisant la récursion et que nous procédons à son analyse, nous pouvons identifier ces 3 grandes étapes. La première étant l'identification de la condition d'arrêt. Donc dans notre cas, la condition début égale à 0 est la condition qui nous permet d'arrêter notre récursion. Nous avons ensuite la résolution du problème pour le cas le plus petit. Donc dans notre cas, il s'agit d'afficher la valeur actuelle du timer. Donc il faut noter que dans ce cas, la résolution du problème pour le cas le plus petit n'est pas explicite. Nous avons ensuite l'appel récursif qui consiste à rappeler la fonction récursive sur les cas restants, c'est-à-dire les sous-problèmes restants. Donc ici, on voit que nous appelons le timer en faisant début moins 1. Donc on réalise l'appel récursif sur les cas restants à résoudre, c'est-à-dire les cas début moins 1. Comme pour les itérations, il faut noter qu'une mauvaise gestion de la condition d'arrêt peut conduire à une boucle infinie. Dans notre cas, il nous suffit d'omettre cette vérification de condition pour qu'on tombe dans une boucle infinie. Afin de tester notre algorithme de tout à l'heure basé sur la récursion, j'ai procédé ici à son écriture en utilisant notre outil de test AlgoBoss. Nous avons vu que AlgoBoss ne permet pas de créer explicitement des procédures, mais on passe par des fonctions jusqu'on ne retourne pas de valeur. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des procédures. Donc ici, nous avons la déclaration de la procédure timer
qui prend en paramètre une valeur qui est considérée comme le début du timer. Nous avons la déclaration, nous avons ici la vérification de la condition d'arrêt de notre récursion, l'affichage de la valeur bool lorsqu'on est dans le cas d'arrêt. Nous avons ici l'affichage de la valeur actuelle du timer ou de la valeur début lorsque nous ne sommes pas dans le cas de condition d'arrêt. Nous avons ensuite l'appel récursif à la fonction ou plutôt à la procédure timer que nous avons créé ici sur les cas restants. Et nous avons ici notre algorithme principal qui utilise ce timer pour pouvoir réaliser le test. Donc on demande dans un premier temps dans l'algorithme principal à l'utilisateur de saisir une valeur qui représente le début du timer. On lit cette valeur qu'on affecte dans une variable nombre que nous avons déclarée ici en tant que entier ou en tant que nombre. Ensuite, on appelle la fonction timer pour résoudre le problème. Donc on appelle la fonction timer sur la valeur saisie par l'utilisateur et qui représente pour nous la valeur début ici, qui est passée en paramètre à notre procédure. Donc nous allons lancer le test pour voir ce que ça donne. Donc on me demande ici, veuillez saisir le nombre représentant le début du timer. Donc supposons que je mette la valeur 0. Donc je m'attends à avoir boom. Donc j'ai boom. Donc je relance encore l'algorithme. Donc saisissons par exemple la valeur 10. Donc mon timer sera décrémenté de 10 jusqu'à la valeur 0. Donc j'ai bien le résultat escompté. Et nous voyons que le problème qui peut être résolu en utilisant l'itération peut être également résolu en utilisant, dans ce cas, la récursion. Je mettrai donc en description de cette vidéo le fichier ALG, c'est-à-dire le fichier AlgoBoss qui représente la solution de ce problème afin que vous puissiez l'ouvrir dans l'outil de test et exécuter ça également par vous-même pour voir comment ça fonctionne. En algorithme, le cas classique pour expliquer la récursion est le calcul du factoriel de nombre. Nous allons donc voir cela. Pour cet exercice, on nous demande d'écrire une fonction qui permet le calcul du factoriel d'un nombre. Il faut noter que la factorielle d'un nombre entier n est définie comme n fois la factorielle du nombre n-1 et que la factorielle de 1 est égale à 1. Nous avons donc ici quelques exemples de calcul de factoriel et nous avons également ici l'explication du calcul de factoriel. Donc nous avons vu que la factorielle de 1 est égale à 1. Donc ça c'est la règle ou ce qui représente notre condition de calcul du cas le plus simple. Donc nous avons factoriel de 2 qui est égal à 2. Donc l'explication derrière cela, nous avons dit que la factorielle d'un nombre est égale à n fois la factorielle de ce nombre moins 1. Donc factoriel de 2 est égal à 2 fois factoriel de 1. Donc ce qui correspond à 2 fois 1. C'est-à-dire 2 fois la valeur de factoriel de 1. Donc à factoriel de 3 égale à 6. Pourquoi? Parce que factoriel de 3 égale à 3 fois factoriel de 2. Ce qui est égal à 3 fois la valeur du factoriel de 2, qui est égal à 2 ici. Donc 3 fois 2, ça nous donne 6. Donc pareil pour la factorielle de 4. Donc factoriel de 4 égale à 4 fois factoriel de 3. Or, factoriel de 3 donne la valeur 6. Donc, ce qui fait 4 fois 6, ce qui est égal à la valeur 24 ici. Nous avons ici le pseudocode de notre fonction de calcul de factoriel. Donc, nous avons une fonction fact qui prend en paramètre un nombre qui est déclaré en tant qu'entier. Au début de l'exécution de la fonction, on vérifie si le paramètre passé à la fonction, si ce paramètre a une valeur qui est inférieure ou égale à 1. Si c'est le cas, alors on retourne la valeur 1. Sinon, on retourne la valeur actuelle multipliée par l'appel de la fonction factorielle sur le nombre en question moins 1. Donc on prend le nombre actuel et on le multiplie par l'appel de la fonction que nous venons de déclarer sur le nombre, la valeur du nombre moins 1. Et ainsi prend fin la fonction récursive. Donc on note ici que la fonction factorielle s'appelle elle-même et c'est ce qui rend cette fonction récursive. Si nous procédons ensuite à l'analyse de ce pseudocode,
on voit que la condition nombre inférieur ou égal à 1 représente notre condition d'arrêt. Nous avons ensuite la résolution du problème pour le cas le plus petit, qui est représenté ici par l'appel de la fonction factorielle sur la valeur actuelle de nombre moins 1. Donc on appelle ce factoriel, cette fonction, sur une petite partie ou bien la partie restante du problème initial à résoudre. On note également l'appel récursif pour résoudre les autres parties du problème. Donc cette partie représente également l'appel récursif pour résoudre le reste du problème. Donc la combinaison de tout cela nous permet de résoudre le problème initial qui était le calcul du factoriel du nombre qui est passé en paramètres. Afin de tester cet algorithme, j'ai procédé ici à son écriture en utilisant notre outil de test AlgoBus. Pour cet algorithme, nous commençons dans un premier temps par la déclaration de la fonction récursive factorielle qui prend en paramètre une variable nombre. Donc au début de la fonction, on procède à la vérification de la valeur et lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 1, on renvoie la valeur 1. Sinon, on procède à la multiplication de la valeur du nombre par le calcul du factoriel de ce nombre moins 1. Concernant le corps de l'algorithme principal, on commence par la déclaration dans un premier temps d'une variable x ici, qui est déclarée en tant que nombre. Au début de l'algorithme, on affiche un message à l'utilisateur pour lui demander de saisir le nombre dont il souhaiterait calculer le factoriel. On lit la valeur saisie qu'on a fait dans une variable x qu'on a déclarée ici en tant que nombre. On procède ensuite à l'affichage du factoriel en utilisant le message le factoriel de la valeur saisie est égal à la valeur issue du calcul du factoriel. Donc je procède ici au test de l'algorithme pour voir ce que ça donne. Donc je calcule le factoriel de 1. Donc je dois avoir la valeur 1. Je calcule le factoriel de 3 qui doit me donner 6. Le factoriel de 4 qui doit me donner 24. Donc on voit bien que notre algorithme marche bien. Donc je mettrai également en description de la vidéo le lien pour pouvoir télécharger ce fichier ALG au cas où vous souhaiterez avoir ce code et pouvoir le tester par vous-même en utilisant l'outil de test AlgoBus. En se basant sur les explications précédentes, nous pouvons dire que le mécanisme derrière la récursivité peut se résumer comme suit. Nous avons une fonction parent qui appelle des fonctions enfants pour résoudre des sous-problèmes d'un problème original ou d'un problème initial. Le résultat de chaque fonction enfant est ensuite retourné à la fonction parent pour constituer la solution finale au problème original ou au problème initial. Dans notre cas, nous avons ici la fonction factorielle qui représente pour nous la fonction parent et qui fait appel à une autre fonction factorielle ici qui représente pour nous la fonction enfant. Et c'est le résultat issu de l'appel de cette fonction enfant qui sera retourné et combiné avec la valeur nombre ici pour constituer la solution au problème original qui était le calcul du factoriel de nombre ici. La fonction enfant factorielle ici est donc juste une fonction qui est interne à la fonction initiale factorielle ici. Pour terminer cette partie, nous allons voir un dernier cas qui nécessite la combinaison d'une itération et d'une récursion pour résoudre un problème. Pour cet exercice, on nous demande de lister tous les enfants d'une famille en partant d'un grand-parent ou d'un aïeux. Il faut noter qu'une personne de la famille peut être soit un enfant, soit un parent. Nous avons donc ici une proposition de pseudocode de résolution de ce problème. Donc c'est un pseudocode qui n'est pas détaillé. Il faut noter que pour ce problème, on ne connaît pas à l'avance le nombre d'enfants ou de petits-enfants que peut avoir une personne. Donc une solution avec une itération ne passerait pas. Nous avons ici une procédure qui résout le problème en combinant la récursion à l'itération. Nous avons l'utilisation de l'itération qui est marquée ici par l'utilisation d'une structure itérative pour, et nous avons la récursion qui est marquée par la procédure listée enfant qui s'appelle elle-même ici pour résoudre le problème. Donc nous avons une procédure qui combine à la fois la récursion et l'itération pour résoudre le problème. Il faut noter que ceci est un pseudocode non détaillé, c'est-à-dire qu'on suppose que des fonctions est enfant et
récupérer enfant existent et ont été déclarés avant la fonction listée enfant que nous avons ici. Donc ce n'est pas un pseudocode détaillé, mais c'est un pseudocode qui permet juste d'expliquer le fait qu'on peut utiliser la combinaison de l'itération et de la récursion pour résoudre un problème. Au début de la procédure, on réalise un appel à la fonction est-enfant pour vérifier si la valeur passée à cette fonction est un enfant. Si c'est le cas, alors on affiche le nom de cet enfant. Sinon, on réalise la récupération de la liste des enfants de cette personne, qu'on affecte dans une variable 16 enfants ici. Et ensuite, on réalise pour chaque enfant de cette liste, on procède à un appel récursif à la procédure listée enfant afin d'afficher pour l'enfant en question tous ses enfants, au cas où cet enfant aurait d'autres enfants. On sort ensuite de notre structure itérative et on arrive à la fin de notre procédure. Donc pour cette procédure, on résout le problème en combinant à la fois l'itération et l'appel récursif pour résoudre le problème. Avant de terminer cette partie sur la récursivité, je souhaiterais parler de certains points importants à prendre en compte lorsqu'on utilise la récursion. Il s'agit du dépassement de la pile d'exécution qu'on appelle en anglais Stack Overflow et l'utilisation de l'espace mémoire qui peut entraîner des lenteurs lors de l'exécution d'un programme. Avant de parler du premier point, qui est le dépassement de la pile d'exécution, je souhaiterais donner une petite explication sur la pile d'exécution, appelée en anglais le call stack. Il faut noter que la pile d'exécution est juste un mécanisme qui est mis en place par les interpréteurs pour tracer l'état d'exécution d'un programme dans lequel il y a plusieurs appels de fonctions depuis d'autres fonctions. Donc les interpréteurs sont juste, c'est des programmes qui nous permettent d'exécuter un programme qui est écrit dans un langage de programmation donné. Donc nous avons comme exemple les interpréteurs Python, les interpréteurs JavaScript, etc. Donc la pile d'exécution, c'est un mécanisme qui permet de tracer l'état d'exécution des fonctions. Donc il faut noter que la pile d'exécution ressemble un peu à ça. Donc on peut considérer cela comme un panier dans lequel on peut ajouter des éléments. Pour le cas de la pile d'exécution, les éléments qu'on peut ajouter dans la pile d'exécution sont des fonctions. Donc pour un programme, à chaque fois que nous réalisons un appel de fonction, cette fonction est ajoutée à la pile d'exécution. Donc cette fonction ou cette procédure sera gardée dans la pile d'exécution jusqu'à ce que son exécution soit terminée. Et une fois l'exécution de la fonction terminée, la procédure ou la fonction est enlevée de la pile d'exécution. Si nous prenons notre algorithme de test que nous avons ici et que nous procédons à son analyse, on voit dans un premier temps que dans cet algorithme, nous avons 3 déclarations de fonctions. La fonction compétence, la fonction prénom et la fonction présentée. On note également que la fonction se présenter fait appel à 2 fonctions, à savoir la fonction nom prénom déclarée ici et la fonction compétence déclarée ici. Ce qui veut dire que lors de l'appel de la fonction se présenter, cette fonction fait appel à 2 autres fonctions que nous avons déclarées ici. Donc si nous revenons au corps de notre algorithme principal ici et que nous faisons appel à la fonction se présenter, notre pile d'exécution ou l'évolution de notre pile d'exécution va ressembler à ce que nous avons ici. Donc au début de l'algorithme, nous faisons appel à notre fonction se présenter. Donc cette fonction sera donc ajoutée à notre pile d'exécution qui est vide au début. Donc on note ici que la fonction se présenter s'ajoute à la pile d'exécution parce que cette fonction est à court d'exécution. Donc lors de l'exécution de cette fonction se présenter, cette fonction fait appel à 2 autres fonctions. Donc elle appelle dans un premier temps la fonction nom et prénom. Donc cette fonction sera donc ajoutée aussi à la pile d'exécution. Donc la fonction nom et prénom est ensuite ajoutée à la pile d'exécution. Et pendant ce moment, vu que la fonction se présenter n'est pas encore terminée, elle reste quand même dans notre pile d'exécution. Donc la fonction nom prénom est ensuite exécutée. Donc on vient là, la fonction son contenu, son corps est exécuté.
Et à la fin de l'exécution de cette fonction, vu que cette fonction est terminée, elle est enlevée de la pile d'exécution. Donc après être enlevée de la pile d'exécution, on exécute ensuite la fonction compétence. Donc on voit ensuite qu'il y a la fonction compétence qui est ensuite ajoutée à la pile d'exécution après que la fonction nom et prénom soit terminée. Ce qui explique le fait qu'on a cet état après l'exécution, lors de l'exécution de la ligne compétence. Donc nous avons cet état. Donc nous notons toujours que la fonction se présenter reste toujours dans la pile. Pourquoi? Parce que cette fonction, son exécution n'est pas encore terminée. C'est elle qui est toujours en cours d'exécution. Donc c'est pourquoi on note que cette fonction est toujours présente dans la pile d'exécution. Donc à la fin de l'exécution de la fonction compétence, cette fonction est enlevée de la pile d'exécution. Donc on tombe dans ce cas. Donc on revient à l'état avant l'exécution de ces deux fonctions. Ici, on voit que la fonction se présenter se termine après l'appel de la fonction compétence. Donc après cela, on voit que notre pile devient vide. Pourquoi? Parce que la fonction se présenter a terminé son exécution et il n'y a plus rien dans la pile d'exécution. Donc voilà un peu présenté le mécanisme derrière la pile d'exécution qui est appelée le call stack en anglais. Suite à l'explication de tout à l'heure, si nous revenons à notre sous-algorithme de calcul de factoriel de tout à l'heure et que nous procédons à son appel dans un algorithme principal comme suit, l'évolution de la pile d'exécution se présenterait comme suit. Supposons que nous avons un algorithme principal dans lequel nous faisons appel à factoriel de 4. Ce qui va se passer, c'est que la fonction factoriel de 4 sera dans un premier temps ajoutée à la pile d'exécution lors de l'appel de factoriel de 4. Donc on aura notre pile d'exécution qui sera dans cet état. Cette fonction, lors de son exécution ici, va faire appel à la fonction factoriel de 3. C'est-à-dire que factoriel de 4, on commence l'exécution, on vérifie si la valeur est inférieure à 1. Ce n'est pas le cas, on ne fait rien. On arrive là, on retourne le résultat issu de cette exécution. Donc on aura 4 multiplié par le factoriel de 3. Donc ce qui va se passer ici, c'est que le factoriel de 4 va attendre l'exécution, va attendre le résultat issu de l'appel de factoriel 3 avant de terminer son exécution. Donc ce qui explique que factoriel A4 est dans la pile et elle attend la fin de factoriel 3 pour pouvoir se terminer. Donc du coup, ce qui va se passer ici, l'appel de factoriel 3 va entraîner l'ajout de factoriel 3 aussi dans la pile d'exécution. Donc pareil pour factoriel 3, lors de l'appel de factoriel 3, ce dernier va attendre l'exécution de la valeur de nombre, c'est-à-dire 3 fois le factoriel de 2. Donc factoriel de 2 sera ensuite ajouté à la pile d'exécution. Et factoriel de 2 va également attendre le factoriel de 1, le résultat issu du calcul de factoriel de 1 ici. Donc ce qui va entraîner à nouveau l'ajout de factoriel 1 dans la pile d'exécution. Donc lorsque cette fonction factorielle va terminer son exécution, les appels de fonctions seront, la fonction factorielle va se terminer et ensuite la fonction factorielle 2 va se terminer, la fonction factorielle 3 va se terminer, ainsi de suite jusqu'à retourner le résultat de factoriel 3 qui sera utilisé par factoriel 4 pour retourner le résultat final issu de l'exécution de cette fonction ou de l'appel de cette fonction factorielle de 4. Donc à la fin, la pile sera progressivement dépilée jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau vide. Donc on peut dire que ceci résume un peu l'exécution de l'appel de la fonction factorielle 4 lors de l'exécution de cet algorithme. Donc il faut noter quand même que ici, je n'ai pas représenté la partie où les fonctions seront progressivement dépilées jusqu'à ce que la pile d'exécution soit vide de nouveau. Si nous revenons maintenant aux deux points importants à prendre en compte lors de l'utilisation d'un algorithme récursif et que nous nous focalisons dans un premier temps sur le dépassement de la pile d'exécution,
Il faut noter que pour chaque programme qu'on exécute, il y a un espace mémoire qui est alloué à sa pile d'exécution. Or, l'utilisation des algorithmes récursifs entraîne l'ajout de plusieurs fonctions à la pile d'exécution, comme nous l'avons vu dans le cas du calcul du factoriel 4 ici. Donc pour calculer factoriel 4, on a eu à remplir progressivement la pile d'exécution en ajoutant des fonctions qui nous permettraient d'avoir le résultat final du calcul du factoriel 4. Donc si je reviens ici, donc les appels récursifs entraînent l'ajout de plusieurs fonctions à la pile d'exécution. Et l'impact de cela, c'est qu'une sollicitation de la pile d'exécution au-delà de l'espace mémoire qui est réservé ou alloué à l'exécution du programme entraîne une erreur que nous appelons le dépassement de pile, appelé en anglais Stack Overflow. Donc c'est ce qui est représenté ici sur cette image. Donc lorsque nous sollicitons trop la pile d'exécution en empilant trop de fonctions ou en réalisant trop d'appels de fonctions, s'il arrive que cette pile d'exécution soit dépassée, comme nous avons le cas ici, on tombe dans le cas du Stack Overflow ou du dépassement de la pile d'exécution. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on utilise les algorithmes ou des sous-programmes récursifs. Donc ici, nous avons plusieurs appels de fonctions qui sont réalisés au niveau de la pile d'exécution et à un moment, on remarque que les appels de fonctions ont dépassé la pile d'exécution ou l'espace mémoire qui est réservé à la pile d'exécution. On tombe dans ce cas, dans un cas d'erreur que nous appelons Stack Overflow. Concernant le deuxième point, à savoir l'utilisation de l'espace mémoire, il faut noter que les programmes ou les sous-programmes qui se basent sur des algorithmes récursifs peuvent devenir gourmands en mémoire vu qu'il faut stocker toutes les variables utilisées dans les fonctions dont les exécutions ne sont pas encore terminées. Il faut noter que certaines études ont également montré que dans certains cas, pour un problème donné, une solution récursive est lente comparée à une solution itérative. Ce deuxième point nous ramène à quelques notes pour conclure cette partie, à savoir dans un premier temps que même si certains problèmes peuvent être résolus de façon efficace seulement en utilisant la récursion n'est pas un passe-partout. Il faut donc au préalable vérifier si un problème ne peut pas être résolu en utilisant une solution itérative avant de tenter de le résoudre en utilisant la récursion. Dans la prochaine vidéo de cette série, je ferai un récap de tout ce que nous avons vu dans cette série de vidéos sur l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.